Bonjour à tous, bienvenue au comité technique du Nord-Pas-de-Calais qui se déroule en GoToMeeting aujourd'hui. 3 exposés comme vous le voyez sur mon PPT, le retour sur les faits marquants avec Olivier Lay, nous ferons une série de questions. Un deuxième exposé par Cédric Royer, comment adapter son programme de désherbage avec les nouveautés de cette année et surtout les restrictions de produits, les disparitions. Une nouvelle série de questions et nous finirons par la cercosporiose avec Olivier Barlet qui nous expliquera comment optimiser sa gestion de la cercosporiose. Avant de commencer ce diaporama, vous pouvez vous poser vos questions via la question chat, questions. N'hésitez pas à les poser sur le web et je les poserai à votre place au moment opportun. Deux choses à voir, deux rendez-vous à ne pas manquer à l'ITB cette année. Le 21 janvier, donc dans une semaine, à 9h30, un comité technique spécial jaunisse d'1 heure où nous reparlerons de tous les travaux réalisés depuis 3 ans et les résultats. Un deuxième rendez-vous, à ne pas oublier également, un peu plus tard en saison, au mois de mai, les 21 et 22 mai, Désherbe à venir, la 9e édition qui aura lieu à Bétheny, dans la Marne, au pied de Reims. Ce sera l'occasion de voir du matériel en démonstration dynamique sur de la betterave et également sur d'autres cultures, ainsi qu'un espace robotique et un espace malherbologie. Olivier, je te donne la parole. Bon comité. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler des faits marquants de... Excusez-moi. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler des faits marquants de la campagne 2024. Donc le fait marquant, c'est le rendement et la richesse. Nous avons un rendement moyen cette année de 81 tonnes par hectare, qui est légèrement en deçà du rendement moyen quinquennal qui, lui, était de 85 tonnes par hectare. Donc derrière ce rendement de 81 tonnes par hectare, il y a de grandes disparités. En effet, certaines parcelles font 90, voire 100 tonnes par hectare, quand d'autres, malheureusement, font 70, 60, voire des fois moins par hectare. La richesse, elle se situe aux alentours de 17. Voilà. Donc derrière ces rendements et ces richesses un petit peu faibles, bien sûr, les causes sont multifactorielles. Il y a bien sûr la météo, mais pas que. Donc tout d'abord, il y a la productivité et les dates de semis. Moi, j'ai repris ici sur le graphe les dates de semis moyennes en 2024. Nous sommes au 18 avril, ce qui correspond à 50% des semis réalisés, contre une moyenne quinquennale au 27 mars, soit un décalage de 3 semaines. On voit bien que la betterave ne rattrape jamais, car les 1000 degrés jour qui correspondent au stade de couverture foliaire du sol par la betterave est au 27 juin en 2024, contre le 15 juin en moyenne quinquennale. Qui a été repris ici sur l'essai de Vigny en 2005, où l'ITB avait testé 2 dates de semis, l'une dite précoce, à la date du 18 mars, représentée par la courbe noire, et l'autre dite tardive, représentée par la courbe blanche. C'est un semis du 11 avril. Le 11 avril est même 8 jours plus tôt que cette année. On voit clairement sur ce graphe que les deux courbes de rendement sont strictement parallèles et jamais la courbe du 11 avril ne vient rattraper la courbe de productivité de rendement du 18 mars. On voit également qu'elles atteignent leur optimum à la date du 15 octobre. Bon, il a été clairement établi d'après ces essais que chaque jour passé après le 1er avril, il y a une perte de la productivité de 0,6%. Si on ramène ça à la campagne 2024, nous avons semé nos betteraves le 18 avril, ce qui fait environ 10% de perte de productivité. Donc oui, il faut savoir semer nos betteraves de bonne heure pour gagner en productivité. Attention également de ne pas semer nos betteraves trop tôt pour éviter les montées à graines liées à la vernalisation, surtout en bordure maritime, et surtout semer de bonne heure dans de bonnes conditions pour avoir des levées homogènes pour ainsi faciliter le désherbage. Et ça, Cédric Royer prendra la parole dans quelques instants pour vous l'expliquer. Le fait marquant de cette année 2024, c'est l'excès d'eau. J'ai repris ici sur ce graphe le cumul pluviométrique par mois. Dès que l'on est en déficit de pluie par rapport à la moyenne quinquennale en 2024, l'histogramme est coloré en orange et il tend vers le négatif. Et en bleu, ce sont tous les mois où nous sommes en excédent d'eau. Nous avons eu à peu près 150 mm d'eau en plus en 2024. Ensuite, si on regarde d'un peu plus près cet histogramme,
on voit que sur le mois de février, mars et avril, nous avons eu 110 mm de pluie en plus, qui correspondent malheureusement à la date de préparation de sol et de semis. Donc nous avons, même si les labours étaient parfois grisonnants, les terres blanchissaient, cru que nous allions faire de bon travail, nous avons malheureusement, dans certaines parcelles, provoqué un lissage en profondeur dû au poids du tracteur, au poids du matériel et à la préparation du sol. C'est ce que l'on voit sur la photo de droite. Dans les fonds, dans les bas, l'eau était un peu plus stagnante et nous avons créé un obstacle à l'enracinement. Donc la betterave n'a pas pu aller chercher en profondeur les éléments minéraux dont elle a besoin pour la croissance. Et ça s'est vu sur les racines. En effet, sur la photo en bas à droite, nous voyons des betteraves fourchues, nous voyons des betteraves avec des petites racines, ce qui a également impacté le rendement. Ensuite, autre fait marquant de 2024, c'est que nous sommes déficitaires en ensoleillement et en température. Donc ici, sur ce graphe, la courbe rouge indique les températures de l'année 2024 comparées avec la courbe verte qui représente les températures de la moyenne quinquennale. Nous voyons clairement que sur le début du printemps, au mois de mars, avril, mai, nous sommes légèrement supérieurs. Par contre, dès que la betterave fait de la feuille, au mois de fin mai, juin, nous sommes en déficit de température, ce qui a provoqué un retard de couverture du sol. Je rappelle qu'une couverture rapide et précoce du sol est gage d'un bon rendement et d'une bonne richesse, car la photosynthèse est à son maximum, donc la production de sucre. La production de sucre a été bénéfique cette année au mois de août, parce que nous avons eu un excédent de soleil, un excédent d'ensoleillement d'une vingtaine d'heures. Malheureusement, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots, les espoirs ont été douchés en septembre, car nous avons eu un déficit d'ensoleillement d'une quarantaine d'heures, cumulé avec le 50 mm de pluie, ce qui est défavorable à la richesse. Il manquait en tout 254 heures d'ensoleillement en 2024. Autre phénomène en 2024, c'est la phytotoxicité. Il faut bien distinguer qu'il y a deux types de phytotoxicité en betterave. Il y a d'abord la phytotoxicité liée au désherbant des betteraves, telle que l'étofumésate comme sur la photo où les feuilles de betterave sont collées les unes aux autres. La phytotoxicité à la clomazone, entre autres sur la photo du bas où il y a une décoloration. Mais en aucun cas, dès qu'il s'agit de phytotoxicité due au désherbant betterave, il n'y a de perte de rendement. Pourquoi nous avons eu autant de phytotoxicité cette année, qui était parfois spectaculaire? C'est dû aux conditions d'utilisation, aux doses d'utilisation et à la météo qui était humide lors de l'application des produits, ce qui a amélioré l'efficacité des produits. Je rappelle, il n'y a eu aucune perte de rendement. Pour preuve, l'ITB de l'Aisne a testé en 2024 lors d'un essai désherbage différentes modalités avec différentes doses et différents produits. Ils ont noté qu'il y avait un manque de sélectivité des phytos et ils ont été jusqu'au rendement. Ils n'ont vu aucune perte de rendement en termes de désherbage betterave. Comme le disait Vincent Delannoy, s'il n'y a pas de perte de pied, il n'y a pas de perte de rendement. Ce qui n'est malheureusement pas le cas dû à l'autre phytotoxicité qui est celle des désherbages des cultures voisines, ici en l'occurrence les pommes de terre. Là, nous avons clairement une perte de pied qui est synonyme de perte de rendement, parce que cette perte de pied s'étale sur la longueur de la parcelle. Elle pouvait des fois atteindre plusieurs dizaines de mètres de largeur, et il a fallu ressemer. Je rappelle que cette année 2024, nous sommes déjà dans une année où nous avions des semis tardifs, donc les ressemis ont été encore d'autant plus tardifs. Ensuite, il y a également eu des bioagresseurs de la plantule. En 2024, il y a eu présence d'Aphanomyces qui a provoqué un retard de croissance. Il n'y a pas eu de perte de pied due à l'Aphanomyces en 2024. L'Aphanomyces, je rappelle, c'est une maladie racinaire qui est due à un champignon. On retrouve l'Aphanomyces surtout les années comme cette année où nous avons des semis tardifs, lorsque nous avons des printemps pluvieux, lorsqu'il fait assez chaud, surtout dans les terres battantes, dans les terres mal drainées où il y a une asphyxie d'eau, et également dans les terres où il y a un mauvais état calcique. Je rappelle que l'état calcique n'a rien à voir avec le pH. Nous pouvons des fois avoir des terres avec des bons pH, mais avec une réserve en calcaire égale à 0. Pour corriger cela, il faut travailler avec un produit du carbonate de calcium qui va corriger le calcaire du sol et améliorer la structure. Le carbonate de calcium est un produit cru qui joue très peu sur le pH, mais qui améliore la réserve en calcium du sol. Donc, les dégâts de l'Aphanomyces, c'est une racine qui est
restreint et au stade plantule. Et on peut le voir ici après au stade betterave adulte où il y a une pourriture sèche et un quadrillage sur la racine. Autre phénomène, autre bioagresseur de la plantule, c'est les limaces avec un dégât sur feuillage comme vous pouvez le voir ici sur la photo à gauche, en bas à gauche. Donc, il y a eu quelques rares parcelles qui ont dû être ressemées. Donc, la même conséquence que les désherbages pommes de terre avec les pertes de rendement. Sinon, d'une manière générale, il y a eu quelques pertes de pieds avec les limaces. Tant qu'il y avait suffisamment de pieds et que c'était réparti de manière homogène dans la parcelle, il ne fallait pas ressemer. Par contre, il y a eu un effet de l'azote. En effet, imaginez bien que si vous avez mis 80 unités d'azote sur votre parcelle, pour 100 000 pieds de betterave, si malheureusement il vous en restait 50 000, moitié moins, la betterave a plus profité de l'azote. On a eu des betteraves plus grosses avec plus de feuillage et donc une dilution de la richesse. Donc ici, un essai sur la fertilisation en 2024. C'est un essai que nous avons effectué dans le Nord. Nous avions effectué un reliquat à la sortie de l'hiver et ce reliquat nous conseillait une dose d'azote de 0 unité, chose que nous avons appliquée, que nous avons suivi, pardon. Et on voit que nous avons eu un rendement de 114 tonnes hectares avec une richesse de 18,3-18,4 de richesse. Et on a voulu comparer, parce que malheureusement, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais certains planteurs ne sont pas convaincus du fait de mettre 0 unité d'azote. Ils veulent toujours mettre 80 parce qu'ils sont toujours mis entre 80 et 100 unités. Ou voilà. Donc, on a tout de même apporté 80 unités d'azote en plus. Et on voit directement l'effet que ça a eu sur le rendement. On a perdu 6-7 tonnes de rendement par hectare. Et après, on a également perdu 0,3-0,4 points de richesse. Donc, il faut effectuer des reliquats. Il faut bien respecter la dose conseillée, sinon on est pénalisé, et je dirais même on est doublement pénalisé, on perd en rendement et en richesse, et on a mis 80 unités d'azote, ce qui représente tout de même un coût d'une centaine d'euros par hectare. Donc faites des reliquats et respectez bien les doses conseillées, même si elles sont à zéro, on voit que c'est valable. Ensuite, j'ai mis ici cette slide sur l'azote généralisé contre l'azote localisé. L'azote localisé, c'est une technique qui se développe un petit peu. Donc, c'est une synthèse des essais qui ont été faits dans le 59-62, cet essai. Et on voit que d'un côté, sur la partie gauche, l'histogramme, c'est la dose généralisée qui a été testée et on obtient un rendement final de 108 tonnes contre 110 tonnes avec l'azote localisé. Donc, on gagne déjà 2 tonnes en termes de productivité et on met un petit peu moins d'azote. Pourquoi on met un petit peu moins d'azote? Parce que l'azote est localisé au sol au niveau de la betterave. Pas tout à fait au niveau de la betterave, parce qu'il faut bien le mettre, le décaler de 7 cm pour éviter tous les phénomènes de brûlure. Mais le fait de le mettre directement dans le sol proche de la ligne de semis de betterave, ça optimise le rendement. On a un effet booster au niveau du démarrage de la betterave. Donc on gagne en productivité. Les gains de productivité, ils sont estimés, grosso modo, ils sont estimés à 3% de gains de productivité. Ensuite, je vais faire un petit bilan sur la jaunisse en 2024. Donc, les premiers pucerons sont apparus fin avril. Suite à ça, vous avez effectué 1 à 3 traitements fongicides. Donc, l'efficacité des produits, je rappelle qu'il n'y a que 2 molécules, 2 matières actives qui sont efficaces contre le mysis persicale qui est le vecteur qui est la cause de la jaunisse. C'est la flonicamide, donc l'on retrouve dans le TPQ, et le spirotétramate que l'on retrouve dans le Movento. Donc la flonicamide, le TPQ est un produit qui est homologué contre les pucerons. Le Movento, il a fait l'objet d'une dérogation en 2024, tout comme il fera le fruit d'une dérogation pour 2025. Nous ne pouvons pas avoir la dérogation à aujourd'hui, il est trop tôt. Il faut savoir que les dérogations sont des dérogations qui sont délivrées pour une durée de 120 jours. Donc, comprenez bien que la dérogation arrivera plus tard. Donc, je reviens sur 2024 pour dire qu'il n'y a pas eu de jaunisse cette année. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une faible fréquence des pucerons. Je rappelle qu'il faut, il faut 10% de betteraves avec un attère vert pour déclencher le traitement. Donc, faible fréquence de pucerons et également faible présence de virose cette année 2024. Les outils que l'ITB met à votre disposition pour lutter contre les pucerons, c'est Alerte Puceron. C'est un outil gratuit qui est disponible sur le site ITBFR dans la rubrique outils.
Donc, c'est une carte de la frange betteravière qui vous indique l'arrivée des pucerons. Cette carte est remise à jour une fois par semaine en fonction des observations que l'on fait. Vous pouvez voir que les observations sont faites de manière homogène sur l'ensemble du territoire. Ensuite, il y a bien sûr les SMS et les notes d'information. Les notes d'information, si vous ne les recevez pas, n'oubliez pas de vous inscrire. Vous voyez la petite enveloppe en bas à droite de mon écran pour recevoir nos infos par mail et par SMS. Allez cliquer dessus. Il faut surtout aller en bas de chaque page présente sur le site internet de l'ITB. Pour cliquer dessus, vous avez un petit questionnaire. Ça ne vous prend même pas 2 minutes pour y répondre et vous recevrez nos mails, nos notes d'information par mail. Enfin, la récolte. On a eu de bonnes conditions d'arrachage des betteraves au mois de octobre-novembre. Parce qu'il a fait beau, on a eu le soleil et pas trop d'eau. Je vous rappelle que l'ITB met à votre disposition un OAD gratuit, Silobet, toujours disponible sur le site internet itbfr.org dans la rubrique outils. Silobet, c'est quoi? C'est un outil qui vous permet de déclencher votre date d'arrachage en fonction de la mise à disposition de votre silo. C'est surtout vrai pour les arrachages dits tardifs, pour les ramassages de silos dits tardifs, c'est pour éviter les pertes de betteraves par pourriture et également les pertes de sucre par échauffement du silo. Je rappelle qu'un silo il ne doit pas dépasser les 270 degrés jour entre la date d'arrachage et la date de ramassage du silo. Donc c'est important, c'est un outil qui se base sur les données météo de ces 15 dernières années, sur la météo la plus proche de chez vous. Et enfin, il y a eu les bâches Toptex qui étaient là, qui ont permis de faire un gain sur la terre. Donc, à retenir, la betterave est une culture résiliente. Il y a possibilité de faire de bons, voire de très bons rendements. Si possible, se mettre tôt dans de bonnes conditions. Je sais bien que ça ne dépend pas que de vous, mais des conditions météo, surtout sur un sol essuyé. De respecter la dose des reliquats, même s'il faut apporter zéro, faites bien vos reliquats. Ayez un sol bien entretenu, qu'il soit bien drainé, qu'il y ait un bon taux de matière organique et du CaCO3, et abonnez-vous aux newsletters ITB. Merci Olivier. Donc on arrive à la première série de questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions, je les poserai pour vous. Vous rappelez que tout le diaporama sera disponible sur notre site internet de l'ITB, donc en fin de matinée, plutôt début d'après-midi. Vous pourrez revoir à volonté tout ce que vient de dire Olivier et les autres exposés. Donc vous pouvez ne pas prendre en photo, je dirais, les slides, vous les aurez plus tard sur le site internet. Olivier, quelques séries de questions. Tu viens de nous parler de pucerons et la question qui vient, est-ce qu'avec les températures actuelles négatives et la neige qu'on a eue ces derniers temps, ont-elles une activité pour réduire la pression de pucerons pour l'année 2025? Oui, on sait que la météo est importante pour les pucerons, mais il faut surtout que cette météo, ce temps froid continue encore un peu plus. Tu nous as parlé de localisation d'azote. Est-ce qu'on peut localisation d'autres éléments comme la potasse et le phosphore et ont-elles un impact sur le rendement, bien entendu? Alors oui, alors non, il n'y a pas d'intérêt de localiser le phosphore et la potasse. Il n'y a eu que l'azote qui montre un réel gain pour la betterave, le fait de booster. Mais en aucun cas, ça a été prouvé que c'était positif d'apporter le phosphore en localisé. On remonte dans le diaporama, je l'ai fait dans l'ordre chronologique inverse. On arrive aux limaces. Tu nous as parlé de limaces. Peux-tu nous indiquer quel est le seuil à partir duquel on doit appliquer des produits pour lutter contre les limaces? Et dans la même question, je dirais dans le même schéma, quel est le seuil de retournement d'une parcelle si on a trop de dégâts de limaces ou d'un autre parasite pour pouvoir ressemer des betteraves? Alors, les limaces, le fait d'une visibilité de une limace noire par mètre carré ou bien de 4 limaces grises. Pour ça, il suffit de poser des pièges pour voir si on a de plus en plus pas de limaces. Voilà. Après, pour le seuil de retournement, il faut jusqu'à 36-40 000 pieds par hectare en diffusion. Il faut surtout que ce soit de manière homogène sur la parcelle. Pour ça, également sur le site internet de l'ITB, il y a un outil qui peut vous permettre de regarder si c'est valable ou pas de retourner une parcelle. Il faut surtout bien mesurer sur la largeur du semoir et sur une longueur de 10 mètres. Et il faut un minimum de 18 betteraves au décamètre
pour voir s'il faut retourner ou pas, et renouveler l'opération, renouveler le comptage 2-3 jours après, parce qu'on peut voir, alors ça peut être des dégâts de ravageurs, mais ça peut être également aussi des fois une croûte de battant, ce qui fait que avec la météo, on a peut-être des betteraves qui vont réussir à passer encore avec les jours qui viennent. Donc voilà, c'est bien le mesurer sur la largeur du semoir sur une longueur de 10 mètres. Une question sur l'aphanomycès. Est-ce que c'est la même aphanomycès en betterave et en pois? Non, pas du tout. Chez Aphanomycès corticoïde en betterave, chez l'Aphanomycès eustache en pois. Donc, c'est deux Aphanomycès qui sont différentes, mais les deux Aphanomycès sont présentes, se développent quand il fait du temps un peu plus chaud et humide, mais ce n'est pas la même Aphanomycès. J'ai une question, mais je vais peut-être y répondre. C'est une question plus généraliste. Je lis la question, hein. On attend l'homologation du Mouvanto. On entend dire que Bayer ne veut plus produire le produit. Alors, la réponse à ces deux questions, je dirais, c'est pas une homologation qu'on attend du Mouvanto, hein. Olivier l'a dit, c'est une dérogation que l'on le déposera dans quelques jours pour avoir ce produit. Et le produit, donc, il est toujours produit, hein. Il n'est pas produit en Europe, il est produit dans le monde. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Une demande de dérogation sera faite et le produit sera disponible pour je dirais pour les traitements, s'il y a lieu de l'en faire, dans quelques semaines, quelques mois. Voilà. J'ai épuisé les questions à ce stade. On va donc donner la parole à Cédric Royer, notre responsable bioagresseur, qui va nous faire un exposé sur le désherbage de manière généraliste. À toi, Cédric. Oui, bonjour à tous. Donc, mon exposé aujourd'hui est comment adapter le désherbage pour 2025, en sachant qu'il y a un nouveau contexte réglementaire sur Atlantic dicotylédone. Le triplsulfuron méthyle n'a pas été renouvelé par l'Europe. Donc, 2024, c'était la dernière année d'utilisation des produits type Safari Bio. Donc, les produits sont désormais PPNU. Et sur Graminées, également, la molécule S-métolachlore n'a pas été renouvelée par l'Europe. Donc, les produits type Mercantor Gold sont également aujourd'hui PPNU. Pour le Cédric, produit. pas ton PowerPoint. Comment? Non, c'est bon, tout va bien. Ça y est. Vas-y. Pardon. Pour le produit Avadex 480, là, c'est un peu différent. C'est son autorisation de mise en marché qui a été retirée en France, et donc il ne sera plus utilisable après le 29 mars 2025. Par contre, la molécule trialate est toujours homologuée en Europe, et de nouveaux produits pourraient arriver sur le marché dans les prochaines années. Pour ce qui est des adventices dicotylédone, comment raisonner son désherbage? Tout d'abord, une bonne connaissance de ces parcelles est nécessaire. L'objectif est pour d'effectuer des traitements en pré-émergence, notamment sur des fortes infestations d'Amimagus. Ce sera possible avec des traitements à base de Quinmerac. On peut citer les produits Kizuro ou Goltix Silver. En cours des traitements de post-émergence, il sera nécessaire d'observer régulièrement ces parcelles parce que chaque produit a un spectre différent, et puis afin de traiter sur des adventices qui sont très petites pour une très bonne efficacité des produits, du stade point vert à cotylédone. Et puis, comme les objectifs est de cibler des adventices très petites, une bonne qualité de pulvérisation avec un nombre élevé de gouttes permettra de les toucher et ainsi d'optimiser l'intervention de désherbage. Ensuite, un point important, c'est la cadence des traitements. Quand doit-on traiter? Donc, après le semis, je l'ai dit tout à l'heure, une intervention de post-semis prélevé est possible. Pour l'ITV, les conseils, c'est uniquement sur des fortes infestations d'Amimagus avec un produit à base de Quinmerac. Le premier traitement sera effectué 2 à 3 semaines après le semis, suivi 7 à 8 jours après d'un deuxième traitement. Les troisième et quatrième traitements seront conditionnés à l'efficacité des premiers traitements, mais aussi à la levée des adventices, toujours dans l'objectif de traiter sur des très très petites adventices. Puisque la réglementation ne permettra plus d'avoir le safari en rattrapage si les adventices sont un peu plus grands.
Donc là, c'est la cadence des traitements de la méthode traditionnelle. Là, je vous présente dorénavant une toute nouvelle technologie qui est disponible en betterave, à base, donc la technologie SMART, à base du produit Convido One, à base de foram sulfuron et de thiène carbazone méthyle. Donc, ce sont des molécules de la famille des sulfonylurées. Pour ce faire, il faut semer une variété type SMART. Cette variété SMART va être capable de tolérer des matières actives. Le traitement se fait ici en 2 passages, contre de 3 à 5 pour la méthode traditionnelle. Donc, le premier traitement, lorsque les conopodes auront 2 feuilles, Convido One à 0,5 litres par hectare, associé de partenaires et de huile. Les partenaires peuvent être de l'étofumésate et du fenmedifam, par exemple. Ces partenaires sont obligatoires pour des questions de durabilité, d'alternance de matières actives et pouvoir continuer à bénéficier de l'efficacité de cette technologie dans les prochaines années. Le deuxième traitement, 10 à 14 jours après le premier, également avec la même composition, Convido One 0,5 litres, des partenaires et de l'huile. Les partenaires peuvent évoluer par rapport au premier traitement en s'adaptant au lever des adventices. Je n'ai pas dit que cette technologie était à réserver dans des conditions de désherbage de parcelles très difficiles ou avec des betteraves, présence de betteraves adventices. Malgré tout, c'est une technologie qui obtient des très bonnes performances en termes de désherbage. Attention, quelques points d'attention. Les résistances. Si une résistance est notée avérée dans la parcelle sur une adventice, cette technologie ne doit pas être utilisée. Les montées à graines doivent être sorties de la parcelle. Et puis, les graminées doivent, comme pour la méthode traditionnelle, être traitées séparément avec une molécule à base de DIM, l'adjuvantation nécessaire et un complément ISAR si besoin en fonction du nombre de graminées dans la parcelle. Il faut savoir que ce sont des variétés qui ont une qualité technologique, c'est-à-dire une facilité d'extraction du sucre plus basse que la moyenne des variétés traditionnelles. Et puis cette année, nous avons observé dans ces variétés quelques pourritures de betteraves dans les silos à la récolte, sans que l'on sache aujourd'hui expliquer pourquoi. Ensuite, nous avons à l'ITB effectué des essais en se projetant sur l'avenir, c'est-à-dire centrifuge sulfurométhyle depuis 2 ans. Ici, vous voyez un graphique sur des notations sur des fortes infestations d'Amimagus, donc 2 essais, un essai en 2023 dans l'Aisne et un essai en 2024 dans la Marne. L'objectif était de répartir les 250 grammes de cuilmerac, donc le cuilmerac qui va permettre de lutter contre les Animagus. 250 grammes de cuilmerac dans toutes les modalités, mais est-ce qu'il faut la mettre en pré, en post ou les deux? Donc sur la gauche, vous avez le cuilmerac uniquement en pré-émergence, avec une note entre 4 et 5, donc c'est inférieur à la ligne rouge qui est la note de 7 sur 10, qui est la limite de satisfaction. Ensuite, si le cuilmerac a été mis uniquement en post, on est un petit peu mieux, mais inférieur également à 7, c'est-à-dire entre 5 et 6. Et puis, le cuilmerac en vert à droite, en pré et en post-émergence, on obtient une note qui atteint la limite de satisfaction. Et au-dessus de 7 sur 10, on a mis exactement 110 grammes de cuilmerac en pré-émergence et puis le reste en post-émergence. En complément, dans la Marne, en 2024, on avait une autre modalité à base de la technologie SMART que j'ai présentée auparavant. Et la notation sur cette modalité était 10 sur 10. Donc, la technologie SMART est également une alternative pour les fortes infestations d'Amimagus, puisqu'elle obtient des bonnes performances également sur Amimagus. Par contre, lorsqu'il y a une faible infestation d'Amimagus, on a constaté également dans un essai que le cuilmerac uniquement en poste permettait d'obtenir une note de satisfaction supérieure à 7 sur 10. Donc la pré-émergence n'est pas forcément nécessaire dans situation de faible infestation d'Amimagus. Une autre expérience désormais c'est sur matricaire, centrifuge sulfurométhyle. Ici, un essai en Normandie où il y a 54 matricaires par mètre carré. On a commencé avec un BTGV, j'ai envie de dire de base, avec B08, T02, G03 et V07
que vous voyez ici en orange, donc on n'obtient pas tout à fait la note de 7 sur 10. Et puis, l'idée du protocole était de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les matricaires. On a augmenté séparément, chacun leur tour, un des 4 produits. Lorsqu'on a augmenté le T à 0,45, que vous voyez en jaune, le G0,5, le B1,5, là, on augmente un petit peu la note. On obtient dans ces situations environ 8 sur 10. Et puis, pour aller plus loin, pour aller chercher une note entre 9 et 10, on a mis 2 kg de Goldtix en pré-émergence ou en bas, monter la dose de métamitrone à 0,8 pour obtenir une note parfaite de 10 sur 10. C'est une très bonne efficacité. Donc, l'augmentation d'un, peut-être de 2 produits est possible dans certaines situations. Par contre, on a également un autre essai sur matricaire avec 17 matricaires par mètre carré. Et là, la modalité première que vous voyez en haut, le BTGV, j'ai envie de dire de base, a obtenu, avec 17 matricaires par mètre carré, dans les conditions de 2024, la note de 10 sur 10. Donc, l'augmentation des doses des produits est une possibilité, mais ce n'est pas forcément nécessaire dans toutes les situations. Et puis, Olivier l'a rappelé tout à l'heure, il y a la question de la sélectivité. Nous avons dans les essais ITB noté, nous faisons toujours des notes de sélectivité. Ici, après le 3e traitement, donc c'est une moyenne de 4 essais ITB en 2024, vous apercevez que la note de BTGV obtient est légèrement au-dessus de 7 sur 10. Et puis, lorsqu'on augmente un des 4 produits, en violet en dessous, on est un tout petit peu moins bien, mais on reste proche des 7 sur 10, donc il n'y a pas de conséquences notables. Par contre, quand on augmente les 4 produits en jaune en bas, vous voyez la note en rouge, où on est un petit peu plus loin des 7, entre 4 et 5 sur 10. Donc, c'est le compromis à trouver entre l'augmentation des doses et l'efficacité à rechercher, et puis la sélectivité. Malgré tout, je dirais que dans la sélectivité, on n'a pas de perte de rendement tant qu'on n'a pas de perte de pied dans la parcelle. C'est ce que Olivier avait également rappelé auparavant. Voilà, on a parlé de différents leviers nécessaires. Un dernier sur Atlantis dicotylédone, c'est que dans des conditions sèches, avec présence d'adventis, le binage, le désherbage mécanique est également une possibilité qui peut remplacer un 4e traitement avec une simple bineuse. Et puis pour aller un peu plus loin dans la suppression des traitements chimiques, eh ben, il faudra ajouter des moulinets ou en tous les cas travailler sur le rang avec un matériel pour améliorer les qualités du désherbage. Donc, si les conditions sont sèches et puis s'il y a présence d'adventices. Maintenant, à retenir, bien sûr, donc l'observation des parcelles, donc adapter les doses et surtout intervenir lorsque les adventices sont très très jeunes, et puis le binage est également une solution en fin de désherbage. Maintenant, concernant les graminées, 2 voies sont possibles. Tout d'abord, la lutte agronomique. La lutte agronomique, elle va diminuer le nombre de levées des graminées dans la culture. Et puis la lutte chimique, donc ça veut dire alterner les modes d'action. Mais on a vu avec les contraintes réglementaires du début du diaporama que ça sera un petit peu plus compliqué en 2025. Des bonnes conditions et notamment des conditions poussantes sur graminées, et puis intervenir sur des stades de graminées régravulpin au stade 3 feuilles à débutage. Un des leviers agronomiques, ici un essai en Normandie en 2024, c'est l'effet du labour. Donc dans la parcelle en eau labour depuis 5 ans, l'agriculteur a effectué un labour de printemps ici en 2024, et on voit que le levé dans le labour était de 5 régras par mètre carré contre 59 pour la partie non labour à droite. Donc, ce n'est pas un levier qu'on va pouvoir utiliser tout le temps dans toutes les parcelles, mais dans des situations de non labour, cela peut rendre des services puisqu'on va enfuir les graines en profondeur et les rendre non viables. On a vu que le S-métolachlore n'était plus disponible sur graminées en pré-émergence, que ça serait aussi peut-être compliqué et puis tout le monde n'aura pas de produit pour l'Avalex 480. Donc, on a regardé le Goldtix à base de métamitrone et d'étofumésate et les fumésates
permet d'avoir une efficacité sur le bulletin en pré-émergence. Donc, à gauche, vous avez 3 litres de Gold-X bio en pré-émergence, puis traitement au poste. Et puis, à droite, uniquement le même traitement au poste, j'ai envie de dire, et on obtient une meilleure efficacité avec le Gold-X bio, uniquement sur le bulletin, puisque en pré-émergence, il n'y a pas ce bonus d'efficacité avec les taux fumésables. L'apport du désherbage mécanique, donc comme pour les dicotylédones, vous avez ici dans la médecine Normandie, cette fois-ci sur Aigra, un programme chimique le 20 mai avec 5/10, avec une double BIM, avec une double adjuvantation, avec de l'IDAR. On est un petit peu bloqué au stade de 5/10. Et pour aller atteindre une certaine efficacité, il faut utiliser, cette fois-ci, on a passé un passage de RC-tri le 3 juin, un passage de lumineuse le 4 juin, donc des conditions assez rapprochées pour des conditions climatiques, mais on a un gain d'efficacité. Ce sont des travaux qu'on effectue depuis 2 ans à l'ITD, qu'on va continuer dans le cadre du PARSADA, qui est le plan d'action du retrait, de plan d'anticipation du retrait des molécules. Et puis les graminées vont être travaillées dans tous les instituts techniques à travers les projets que vous allez entendre parler, Grami cible et Grami combi. Enfin, pour terminer, toujours sur cette thématique, ici on a parlé tout à l'heure, donc les 21 et 22 mai, des verbes à venir, démonstration de matériel disconique mécanique, et le tout se fera à côté de Reims, dans la Marne. Je vous remercie pour votre attention. Merci Cédric pour cette présentation. Nous sommes plus de 100 à ce webinaire ce matin, donc une bonne participation sur le nombre d'inscrits. Cédric, quelques questions qui tombent. Tu nous parles d'une note sur 7/10, mais ça correspond à quoi cette note? C'est une note où on n'est pas au maximum d'efficacité du désherbage. Il reste malgré tout quelques adventices dans la parcelle, mais on considère qu'il n'y a pas de conséquences sur le rendement et que c'est des programmes que l'on peut conseiller parce qu'ils permettent d'obtenir l'efficacité nécessaire pour conserver un bon rendement et qu'il n'y ait pas de préjudice sur les betteraves. Alors, tu nous as parlé d'Amimagus, si je ne m'abuse, de Matricaire, mais on pose la question des ravenelles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour désherber des ravenelles en absence de triflux? Alors, les ravenelles font partie peut-être des adventices qui seront les plus difficiles à désherber sans safari. Il faudra bien respecter la cadence des traitements. Ça veut dire, comme j'ai dit, c'est bien respecter d'intervenir sur des très jeunes adventices. C'est là qu'on va améliorer l'efficacité. Le produit qui est à augmenter sur Ravenel, c'est le Fenmedifam qui va pouvoir avoir une efficacité intéressante. Et puis, si des situations sont repérées avec des fortes infestations de Ravenel au mètre carré, et ben, l'utilisation de la technologie Smart, comme je l'ai présenté, pourrait être intéressante de bénéficier de cette technologie. Tu nous as parlé de programme de désherbage en évoquant des produits phyto et tu n'as pas parlé d'huile. Quelle est la dose d'huile à préconiser et est-ce qu'il y a des types d'huile spécifiques? Alors, l'huile favorisée, ça sera l'huile végétale, surtout bien sûr pour les graminées. Les quantités d'huile, alors les quantités d'huile, on parle facilement d'un litre sur Adventiste dicote, en sachant que quand les conditions sont très favorables, comme l'année dernière, on a conseillé de baisser légèrement cette dose d'huile pour des questions de sélectivité. Sur le produit Convido One, on conseillera 0,5 litres d'huile. Et puis sur graminées, on a constaté depuis de nombreuses années que on pouvait augmenter jusqu'à 2 litres d'huile, qui est aujourd'hui le conseil, j'ai envie de dire, un petit peu de base pour améliorer l'efficacité du produit à base de DIM. Et à 2 litres d'huile par hectare, c'est le produit, l'huile Actirob D qui est à conseiller, d'un point de vue réglementaire. Tu nous as parlé donc de programmes différents en fonction des mauvaises herbes, mais que peut apporter l'ISAR dans un programme dicotylédone suite au retrait de ces molécules? L'ISAR va être à conseiller sur des adventices spécifiques, type Véronique, et
et elle peut apporter un petit plus également sur Amimavus, mais c'est un complément par rapport au programme de base. Tu nous as parlé de Smart, de technologie Smart, Conviso. J'ai deux questions. Tu as parlé d'extraction de sucre. Alors, on me pose la question, est-ce qu'une variété Smart, quelle est la différence entre une variété Smart et une variété traditionnelle à ce niveau-là? Et la deuxième question sur les Smart, les variétés là, on me dit qu'elles sont plus tolérantes aux maladies foliaires. Qu'en est-il? Les variétés, sur l'extraction du sucre, c'est un constat dans les notes d'analyse, donc c'est un critère qu'on parle pas forcément beaucoup. Et dans la sélection, dans les conseils de l'ITB, malgré tout, les notes de j'ai perdu le fil. Les notes de qualité technologique les plus basses, voilà, sont enlevées du conseil. Donc, on conseille plutôt les variétés avec des qualités technologiques les moins bonnes, mais c'est un petit peu un constat par rapport aux variétés traditionnelles. Et les variétés qui sont Conviso ont plutôt des bonnes tolérances aux maladies du feuillage. Merci. J'ai épuisé les questions SMS. J'ai omis de faire passer la vidéo tout à l'heure sur le PNRI, donc on va rectifier le tir et on va la passer tout de suite. De 2020 à 2023, le PNRI, Plan national de recherche et d'innovation vers des solutions opérationnelles contre la jaunisse de la betterave sucrière, a réuni une quarantaine de partenaires travaillant sur 23 projets de recherche. Ce plan était doté de 20 millions d'euros de financement au total, dont 7 millions d'euros publics. Les itinéraires techniques développés dans le PNRI visent à retarder au maximum la date de première contamination des betteraves. On considère une perte de 1 à 2% de rendement par semaine à partir de l'infection. C'est pourquoi il est nécessaire de tester des solutions qui protègent la betterave au stade jeune. Après 3 ans de recherche, il est temps de faire le bilan des solutions sur lesquelles nous avons pu mesurer une partie de l'efficacité. Quelles sont les pistes de gestion de la jaunisse explorées dans le PNRI? Commençons par les réservoirs viraux. Ce sont des plantes qui hébergent les pucerons ou les virus de la jaunisse durant l'hiver. Les pucerons s'y alimentent avant de coloniser les parcelles de betteraves au printemps, en leur transmettant les virus responsables de la jaunisse. Lorsque les betteraves sont arrachées, les pucerons retournent sur les plantes réservoirs et le cycle recommence. À ce jour, plusieurs réservoirs de virus et de pucerons ont été identifiés, tels que les betteraves porte-graines ou les repousses de betteraves, qui font partie des principaux réservoirs viraux identifiés. Des conseils spécifiques pour les détruire sont disponibles sur le site de l'ITB. Il existe aussi la Facélie ou encore le colza, qui est quant à lui seulement réservoir de pucerons. Les recherches se poursuivent pour améliorer la connaissance des réservoirs de virus et de pucerons. À noter que la gestion des réservoirs viraux doit être effectuée par tous pour avoir un effet significatif. Poursuivons avec les variétés tolérantes. L'exploration de la génétique menée dans le PNRI a permis plusieurs évaluations, celle des variétés hybrides en cours de sélection et celle des variétés en cours d'inscription. Les recherches de variétés tolérantes sont encore en cours. Troisième piste, les plantes compagnes qui sont des espèces cultivées avec la betterave sucrière en début de cycle, permettant de réduire les populations de pucerons vecteurs de jaunisse. Elles pourraient agir comme des plantes barrières qui camouflent les betteraves ou des plantes odorantes répulsives, mais leur mode d'action est encore mal connu. Plusieurs espèces ont été testées durant ces 3 années de recherche et celles qui ont donné les meilleurs résultats sont l'avoine, l'orge de printemps et la févrole. On observe une réduction des symptômes de jaunisse allant de 32 à 43% et une réduction des populations de pucerons allant de 19 à 36%. Les plantes compagnes peuvent d'ores et déjà être mises en place au champ. L'itinéraire technique est simple. Il consiste à semer l'avoine et l'orge de printemps à 75 grains par mètre carré ou la févrole à 20 grains par mètre carré au moment de la préparation du sol, la veille de semer les betteraves. Les plantes compagnes doivent être détruites chimiquement ou mécaniquement si elles sont semées en interrang. Pour éviter toute concurrence, la destruction a lieu au stade 4 à 6 feuilles des betteraves. En effet, plus la destruction est tardive, plus la perte de rendement engendrée par la concurrence est élevée.
Ensuite, les allomones, qui sont des parfums naturels de plantes possédant plusieurs actions de biorégulation sur les pucerons. Effet répulsif, effet sur la reproduction et perturbation de l'alimentation. Concernant l'itinéraire technique, ce sont des granulés qui s'appliquent en préventif à l'aide d'un épandeur centrifuge et pourraient potentiellement permettre de décaler la date d'application du premier afficide. Une efficacité sur la réduction des populations de pucerons est observée dans certaines parcelles, mais qui ne se traduit pas dans nos essais par une réduction des symptômes de jaunisse ou de l'impact sur le rendement. Les travaux sont donc à poursuivre pour confirmer les premières tendances et évaluer l'intérêt de cette solution pour réduire l'impact de la jaunisse. Enfin, voici des causes de sarrasin. Elles servent à héberger des larves de chrysopes afin de les nourrir et de faciliter l'épandage. L'épandage d'œufs de chrysope est aussi testé dans de la rafle de maïs à une concentration de 40 œufs au mètre carré. L'objectif des lâchers d'auxiliaires est d'augmenter artificiellement les populations d'insectes prédateurs et donc d'accroître le contrôle des pucerons par la régulation biologique. Il est intéressant de les apporter au champ avant leur apparition naturelle, qui a toujours lieu 3 à 5 semaines après l'arrivée des pucerons. Les larves de chrysope mangent plusieurs centaines de pucerons au cours de leur croissance. Les larves sont épandues à l'aide d'un épandeur centrifuge à 5 larves au mètre carré. Pour que l'efficacité soit optimale, il faut que les pucerons soient déjà présents sur la parcelle. Pour que les larves survivent, il faut qu'elles aient des pucerons à consommer. Une efficacité sur pucerons et jaunisse a été observée sur quelques essais. Le coût de production doit baisser pour que la solution soit utilisable en conditions réelles. En complément de ces leviers testés, l'outil d'aide à la décision Alerte Puceron permet de suivre l'évolution de la pression en s'appuyant sur les observations du réseau et indique le nombre de traitements réalisés sur les parcelles surveillées. Cet outil est disponible gratuitement sur le site de l'ITB. Malgré tout le travail mené, les solutions identifiées nécessitent encore d'être affinées. C'est l'objectif du PNRIC qui vise à consolider ses connaissances et finaliser l'opérationnalisation des solutions sur la période 2024-2026. Pour suivre les avancées de ces recherches, abonnez-vous à PNRI Info, la newsletter du PNRIC. Vidéo, donc en 5 minutes, elle reprend l'ensemble des travaux du PNRI, mais qui a un comité technique le 21 janvier à 9h30. N'oubliez pas de vous inscrire, où pendant 1 heure, on balayera tous ces résultats de manière plus fine. Pas mal de questions des herbages, Cédric, auxquelles il faut qu'on réponde, si tu veux prendre la main, notamment sur les arroches. Quelle dose doit-on augmenter? Est-ce qu'il faut augmenter le Vanzar? Donc, je ne sais pas si tu as mis ta caméra, mais on ne te voit pas pour l'instant, Cédric. Pardon. Excusez-moi, sur les arroches, là également, on conseillera le BTGAV et le Vanzar peut avoir une bonne efficacité, donc on peut augmenter un petit peu la dose de Vanzar, mais toujours bien respecter la cadence des traitements et la cible d'adventice au stade, je répète, le point vert cotylédon pour une bonne efficacité dans des conditions optimales d'humidité, c'est la meilleure des possibilités. Ouais. Il y a pas mal de questions, donc si tu peux répondre assez rapidement sur l'Amimagus et l'étuse. On voit que le Quimerac semble plus efficace en poste que l'après, seul. Est-ce que c'est le cas aussi pour les étusas? Sur les études, la différence avec l'Amimagus, c'est qu'on a d'autres molécules que le Quimerac qui vont être efficaces, à savoir le lénacil et la clomazone. Donc, ça va pouvoir les gérer en post-émergence en complément du Quimerac. Et le kénopode, les relevés tardifs de kénopode, comment on fait pour les lutter? Les relevés tardifs de Quimerac, de kénopode, sont à gérer toujours lors des petits stades avec le BTGV dans des bonnes conditions auxquelles on peut ajouter de la clomazone pour avoir une bonne efficacité, notamment dans des conditions sèches. Tout à l'heure, je t'ai parlé de Ravenel. Maintenant, on me pose la question sur les colzas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les colzas, BTGV est toujours un peu la même réponse de réduire peut-être les distances entre les traitements, intervenir de très jeunes colzas, et puis peut-être qu'en conséquence, on sera obligé de faire un passage supplémentaire pour arriver à notre fin, puisqu'on n'a pas le rattrapage avec des salariés. Peut-être encore 2 questions, parce que sinon on va beaucoup dépasser la journée. La double adjuvantation, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut ajouter du LI 700 à l'Actirob pour avoir une meilleure efficacité? Alors, je ne sais pas la question si elle concerne sur
Sur adventice dicote, on n'a rien vu de spécifique autre que de l'actirobe sur dicote. Sur graminées, on augmente la dose, comme j'ai dit, à 2 litres d'actirobe B qu'on complète avec du sulfate d'ammonium pour avoir une double adjuvantation et on permet d'avoir un bonus d'efficacité. Et puis peut-être la dernière question, j'ai une question, est-ce qu'on a déjà observé des résistances de mauvaises herbes à l'application de Conviso One? Oui, il peut y avoir dans la nature des résistances à certaines adventices. Je pense par exemple à un cas de matricaire, mais c'est bien pour ça que l'apport et l'ajout de partenaires est obligatoire pour continuer à désherber avec plusieurs matières actives avec la technologie Smart. Donc j'ai terminé avec les questions, quoi. Je vais répondre à une pendant qu'on fait le switch. Je pense qu'Olivier, tu peux te mettre en place, je dirais. J'ai une question qui revient sur les pucerons et l'azote, la forme d'azote, la date d'apport, si on a une corrélation entre ces choses-là. L'azote qu'on la mette au début ou en cours et une fonction de dose n'ont aucun effet sur la présence ou pas de pucerons, hein. Donc voilà, donc je vous invite, je renouvelle l'invitation pour le comité technique jaunisse du 21 janvier. Vous aurez aussi toutes ces informations-là. Donc Olivier, on ne voit pas ta caméra, mais tu peux commencer dès que tu es prêt. Et on fera une dernière série de questions à la fin. Voilà, c'est bon. Donc, moi, je vais enchaîner sur les maladies foliaires dans la région Nord-Pas-de-Calais. Donc, en premier lieu, on va faire un état des lieux des maladies foliaires en 2024. On va regarder le choix variétal, qui est quand même le levier le plus important pour gérer la cercosporiose, et quelques résultats d'expérimentation de 2024 sur les produits fongicides. Donc, pour faire un état des lieux des maladies pour l'été 2024, donc j'ai utilisé cette carte issue de l'outil Alerte Maladie, où on voit qu'à la mi-juillet, on a une arrivée on a des parcelles qui déclenchent dans la partie sud de la région. Ah, donc ça c'est dû vraiment à l'arrivée de la cercosporiose assez tôt pour l'année. Et quand on regarde le graphique des dates de déclenchement des premières interventions ici à droite, on voit que la première parcelle du réseau a déclenché le 9 juillet, ce qui est quand même une semaine plus tôt que la moyenne des 5 dernières années. Et malgré tout, on a la majorité des parcelles du réseau qui déclenchent le 21 juillet, et également un mois, on va dire, d'espacement entre la première et la dernière parcelle qui déclenche dans le réseau. Donc tout est un peu plus précoce que la moyenne des 5 dernières années, mais on a toujours un mois d'espacement entre chaque parcelle du réseau. Et ça, c'est dû notamment au fait qu'on ait un contexte géographique, un climat un peu différent sur la partie littorale, et également un tiers des parcelles de la région qui déclenchent sur la rouille pour la première intervention. Quand on regarde les dates de déclenchement des secondes interventions, on voit que cette année, la première parcelle du réseau a déclenché pour une deuxième intervention le 4 août, et surtout que la majorité des parcelles ont eu un seuil atteint à la date de la mi-août, hein, du 14 août, ce qui est beaucoup plus précoce que la moyenne des 5 dernières années. Quand on regarde comparé avec les dates de T1, on voit qu'on avait d'habitude un mois d'espacement entre la première et la deuxième intervention sur la moyenne des 5 dernières années, alors que cette année, on approche un intervalle de 3 semaines entre les deux interventions. Donc vraiment un laps de temps assez court entre les deux interventions dû aux conditions très favorables à la cercosporiose, notamment début août. On voit toujours qu'on a un espacement entre la première et la dernière parcelle du réseau qui atteint le seuil T2. Hein. Donc à la date du 15 septembre, on avait toujours des parcelles qui atteignaient le seuil d'une deuxième intervention. Donc ça, c'est toujours dû aussi aux conditions. Quand on regarde la carte de l'OAD Alerte Maladie, à la date du 3 septembre, on voit toujours qu'il y a un gradient qui va du sud au nord de la région, avec des parcelles qui ont atteint les seuils T3 dans le sud et des parcelles qui sont encore avec une seule protection au nord. Donc, à savoir qu'au 15 septembre, on avait donc 10% des parcelles de la région qui ne nécessitaient qu'une seule intervention, alors qu'on avait la moitié des parcelles qui avaient atteint un seuil d'une troisième intervention. Donc, toujours un espacement assez élevé aussi entre la première et la dernière parcelle qui déclenche sur les maladies. D'où l'intérêt de suivre l'évolution des maladies dans nos parcelles. Donc, pour ça, l'Institut technique de la betterave
met à disposition l'outil d'aide à la décision Alerte Maladie, qui est gratuit et disponible sur le site internet de l'Institut technique de la betterave. Donc, c'est une carte interactive qui va évoluer chaque semaine en fonction des observations réalisées dans le réseau de surveillance, qui est publiée également chaque semaine via le BSV et qui peut être aussi envoyée par nos soins lors d'envoi de notes d'information, lors vraiment des évolutions importantes pendant l'été. Donc, notes d'information que vous pouvez recevoir donc, en vous inscrivant sur le site internet de l'Institut technique de la betterave en bas de chaque page du site. Le levier principal pour maîtriser la cercosporiose, c'est le choix variétal. Donc, on se doit de choisir une variété tolérante pour les parcelles à risque. Donc, pour ça, il faut savoir un peu connaître les caractéristiques de ces variétés. Donc, on s'est retrouvé l'ensemble de ces caractéristiques dans le cahier technique publié dans le betteravier français, dans les pages centrales du betteravier français, donc 1191, qui a été publié en novembre 2024 et qui est également disponible sur le site internet de l'Institut technique de la betterave dans la rubrique publication, où vous pouvez également scanner ce flashcode pour y aller directement via vos smartphones. Donc on peut également avoir dans ce cahier technique des graphiques. Donc ici c'est le graphique avec deux caractéristiques. Donc ici c'est pour les variétés rhizomanie, où on a la caractéristique des productivités en bas et des indices de tolérance à la cercosporiose ici à gauche. Donc plus on va être en haut, plus on va être tolérant à la cercosporiose. Donc on choisit ces variétés, notamment le risque majeur, c'est aussi la date d'arrachage. Donc quand on a des dates d'arrachage précoces, on peut toujours avoir des variétés avec des tolérances faibles. Mais bon, tout ce qui est en dessous de -1 doit être arraché pendant le mois de septembre. Et après, on va choisir en fonction de ces dates d'arrachage des variétés plus tolérantes à la cercosporiose pour arriver au mois de novembre avec des variétés supérieures à 1 en termes de tolérance cercosporiose. Et également, si vous avez si vous êtes dans le secteur sud de la région, où on voit que la cercosporiose est plus élevée, on se doit aussi de choisir une variété plus tolérante dès le départ pour des dates un peu plus précoces. Toujours ce même graphique avec les variétés nématodes. On sait que pour les variétés nématodes, on avait quand même un noyau là, de variétés expérimentées ici en vert foncé depuis quelques années qu'on utilise et qui avait quand même une majorité des parcelles avec des niveaux de tolérance un peu qui diminuaient. On voit que la recherche génétique a quand même pris la cercosporiose au sérieux et qu'on voit un bon nombre de variétés qui arrivent depuis 2024 et 2025 pour pouvoir avoir un plus grand choix en termes de variétés, notamment pour les arrachages plus tardifs. Donc maintenant, on va passer au produit. Donc le produit qui a été fortement utilisé en 2024, qui est incontournable pour l'année 2025, c'est le RNSC, donc qui sera utilisable en 2025 sous réserve de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché dérogatoire. Donc le RNSC, on a testé son positionnement dans le programme. Donc ça, c'est des résultats issus d'un essai de nos collègues de l'Aisne, donc qui ont testé le programme où on met RNSC, spirale à litre ou une association timbal passerelle. Donc à chaque fois en positionnant le RNSC à des timings différents. Et donc on observe que plus on va placer le RNSC tôt dans le programme, plus on va avoir d'efficacité. Donc l'intérêt de RNSC, c'est de placer tôt au niveau du programme. La dose de ce produit également, donc on a testé l'association avec du spiral et donc une dose différente. Donc on a testé le spiral à 1 litre et ensuite, donc là on parle vraiment de performance, on a fait que ce produit-là une fois et on l'a testé également donc en association avec 0,9 litres de Heron, 1,8 litres de Heron et 2,7 litres de Heron. À chaque fois on va augmenter de 250 grammes le grammage de cuivre à l'hectare. Donc ce qu'on observe, c'est déjà une efficacité, donc la performance qui augmente lorsqu'on ajoute le RNSC, on voit quand même un vrai gap qui est ici, et qu'à chaque fois on va gagner en efficacité lorsqu'on va ajouter le 250 grammes de cuivre. Donc on voit quand même qu'entre les doses de cuivre, l'écart est assez faible, mais on distingue quand même qu'à chaque fois on diminue et que la dose de 1,8 litre est assez intéressante, mais qu'avec la dose de 2,7 litres, on gagne également en régularité. Donc le conseil, ça restera toujours quand même de garder une dose de 2,7 litres lorsqu'on aura un risque assez élevé en cercosporiose et on pourrait éventuellement descendre la dose à 1,8 litre. Au niveau des choix des produits, aujourd'hui, on a
Toujours le Spiral qui reste la référence depuis quelques années au niveau des performances. Et depuis août 2024, on a une nouveauté, le Propulse, à base de prothioconazole, qui se voit plus efficace que le Spiral lorsqu'il est utilisé à la dose d'1,2 litre solo. On voit également que lorsqu'on ajoute du Heron SC à 2,75 litres sur ces produits, on gagne en efficacité à chaque fois, mais on a quand même une efficacité équivalente entre le Spiral Heron et le Propulse Heron. Donc le conseil, ça va être d'utiliser ces deux produits dans le programme. Étant donné qu'on vous dit de mettre de l'Heron dès le T1, la plus logique, c'est de mettre le Heron avec le Spiral au T1 et de faire un Propulse à 1,2 litre pour la seconde application. Par contre, toujours utiliser ces produits à pleine dose. On a vu que les intervalles se réduisaient entre les applications, donc c'est important de mettre les pleines doses pour éviter tout risque d'ingérence de la cercosporiose. Pour vous illustrer tous ces leviers, je vous montre aussi les résultats d'un essai stratégique mis en place à Saint-Aubin. Donc à Saint-Aubin, on a mis en place deux variétés, donc une variété dite sensible et une variété tolérante, sur lesquelles on était parti sur un arrachage fin octobre. Donc on avait effectué sur une variété sensible 3 programmes de fongicides, dont une renforcée avec de l'Heron SC à 2,7 litres à chaque fois. Et pour la variété tolérante, on a effectué deux passages de triazole, donc, et avec une fois une association avec Heron SC à 2,7 litres. Donc quand on regarde, oui, un effet aussi, c'est qu'il y a eu la variété sensible qui a déclenché sur cercosporiose et rouille au mois de juillet, alors que la variété tolérante a déclenché uniquement sur rouille. À la mi-août, la variété tolérante a toujours atteint le seuil sur rouille également, alors que la variété sensible avait atteint le seuil sur cercosporiose. Par contre, début septembre, les deux variétés déclenchaient sur cercosporiose. Donc, quand on regarde les AUDPC donc de cercosporiose, donc ces AUDPC, c'est un indice qui est calculé via l'ensemble des notations réalisées sur l'essai. Et plus l'AUDPC va être élevé, plus il y aura eu de cercosporiose dans la parcelle. On voit que la variété sensible, logiquement, a l'AUDPC la plus élevée. Qu'on arrive avec 3 passages de triazole à diminuer cette AUDPC. Par contre, on est toujours au-dessus d'un témoin qui est d'une variété tolérante qui est non traitée. Si on ajoute de l'Heron SC 2 fois, on gagne en efficacité, on est même mieux que la variété tolérante, mais la variété tolérante, on voit qu'avec 2 passages de triazole, déjà, on arrive à avoir une meilleure efficacité. Et la meilleure efficacité, elle est obtenue lorsqu'on ajoute de l'Heron SC dès le T1 à 2,7 litres. C'est important de montrer également la présence de rouille sur cet essai qui a également eu un impact sur le rendement. Donc on voit que les témoins non traités sur la variété tolérante comme pour la variété sensible ont des mêmes niveaux, mais que pour les parcelles, à chaque fois qu'on a effectué des traitements, on a su gérer la rouille dans les parcelles. Au niveau du rendement sur cet essai, donc là j'ai fait un graphique avec la productivité de la meilleure protection. Donc on a vu tout à l'heure que c'était le Heron SC qui était le programme sur la variété tolérante avec le Heron SC au T1 qui était la plus efficace sur cercosporiose. Donc on considère que c'est le rendement de 100. À chaque fois, on va comparer par rapport aux autres programmes. Donc on voit qu'avec le programme sur variété sensible, avec 3 passages de triazole et 2 Heron SC, on est équivalent à l'autre passage avec la variété tolérante. Par contre, on a quand même des charges qui sont beaucoup plus élevées et un passage en plus à effectuer. Au niveau des témoins, on observe également que la variété tolérante, si on n'effectue aucun traitement dessus, on a le même potentiel de productivité que sur la variété sensible. Ça, c'est vraiment dû au fait qu'on a déjà quand même de la cercosporiose dessus et surtout de la rouille qui a eu impacté énormément le rendement sur cet essai. Et on voit que si on n'ajoute pas de Heron au programme, on a toujours à chaque fois une perte de productivité, notamment 4% en moins sur la variété tolérante. Donc là, on parle vraiment d'une date d'arrachage qui date du 31 octobre. Donc le rappel des conseils pour l'année 2025, donc c'est bien les leviers donc, du choix variétal pour la cercosporiose. Donc on augmente sa tolérance lorsqu'on est sur une parcelle à risque. On suit l'évolution des maladies pour placer au mieux sa protection. On utilise les produits les plus performants à la pleine dose et on renforce avec le Heron SC dès le T1, donc surtout à la dose de 2,7 si les conditions sont favorables à la cercosporiose. Merci de votre attention. Merci Olivier. Quelques questions sur ton diaporama, notamment sur l'Heron. Doit-on le systématiser au T1, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, l'application de cuivre Heron SC?
Attends, je te vois plus. Oui. Alors le RNSC, oui, là je le rappelle, on l'a vu dans l'essai de laine. Pour moi, oui, le RNSC, c'est dès le T1. De toute façon, on l'a vu à chaque fois, dès qu'on passe à cette eau, c'est là où il est le plus efficace. Une question, tu nous as parlé que de cercosporiose, mais on n'a pas que de la cerco dans le Nord-Pas-de-Calais, on a également de la rouille, me dit-on. Quel produit conseiller pour lutter contre la rouille? Alors, je n'ai pas mis le graphique des performances sur la rouille, hein, il est disponible sur le Pense Betterave. Donc, il est disponible sur le Pense Betterave, on voit tous les produits, et on l'a vu quand même dans l'essai, c'est que quels que soient les produits utilisés, hein, on arrive quand même à obtenir une efficacité grâce au triazole associé sur la rouille. Donc, quel que soit le programme, on a plus ou moins des niveaux, on est quand même très efficace. Après, vous pouvez regarder sur le Pense Betterave pour voir les niveaux d'efficacité, mais le Propulse et le Spiral que j'ai désigné comme les produits les plus performants sur Cerco sont également efficaces sur rouille. Justement, on parle du Propulse, le nouveau produit, 2 matières actives. Est-ce que les 2 matières actives ont un impact sur la cercosporiose? Donc le prothioconazole a un vrai effet significatif sur la cercosporiose. Après, il est important d'utiliser le Propulse parce que le fait d'associer les 2 matières actives, on va forcément gagner en efficacité sur le long terme au niveau des problématiques de résistance surtout. On me pose à nouveau une question sur le cuivre, les RNSC. Y a-t-il vraiment de différence entre les produits RNSC et les cuivres oligo? Ils sont beaucoup vendus en 2024, on me dit. Alors pour ça, moi, ce que je vous inviterai à faire, c'est d'aller regarder sur le site internet de l'Institut technique de la betterave les autres, mes collègues de l'Aisne et de la Somme qui ont également fait dans leur comité technique présenter des résultats d'essais là-dessus. Il y a quand même pas mal de NFU qui sont commercialisés en effet, et on distingue quand même des choses qui vont un peu dans tous les sens, mais globalement, le produit le plus efficace au niveau des cuivres, c'est le RNSC. De toute façon, c'est le seul qui est homologué pour maîtriser la cercosporiose. Au niveau des NFU, il y a des produits qui sont pas forcément, qui ont des formulations un peu différentes. On a même vu des cuivres chélatés qui ont fait de la phytotoxicité cette année dans la région. Et en termes d'efficacité, on a quand même à dose équivalente en grammage hectare des efficacités plus faibles pour les NFU. On me pose la question sur un produit, donc je ne sais pas si tu pourrais répondre ou Cédric peut reprendre aussi sur le Priori Gold et son efficacité sur la cercosporiose. Je vais te répondre là-dessus, hein. De toute façon, il suffit de regarder le graphique qui est dans le Pense Betterave ou également sur le site de l'ITB. C'est que le Priori Gold ou Amistar Gold, au niveau de la cercosporiose, c'est un produit qui est au niveau d'une triazole solo, comme le diphéno solo ou le tétraco solo, donc qui a un niveau quand même très faible au niveau de la cercosporiose. De toute façon, il n'est pas conseillé de l'utiliser pour lutter contre la cercosporiose, et si vous l'utilisez, il faut surtout ajouter du cuivre avec. Donc du RNFC, bien sûr. Merci Olivier, j'ai épuisé les questions qui me sont posées dans le chat. Donc il me reste à vous remercier et puis à clôturer cette réunion, à revoir ce replay bien entendu dès le début d'après-midi. Il sera disponible sur le site internet de l'ITB. Vous reverrez toutes les slides et toutes les informations délivrées par les Olivier, je dirais, et Cédric. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.